Et si cette fois, le lion n'était pas là pour rugir, mais pour écouter? Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune en lion. Elle se produit en maison 7, dans un signe intercepté, avec Pallas rétrograde en toile de fond. Autrement dit, un ciel qui nous parle de liens, de stratégie relationnelle, de ce que nous montrons à l'autre ou que nous cachons. Et surtout, c'est un ciel complexe, chargé de rétrogradation, de subtilité, de tiraillement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment rayonner. Cette nouvelle lune ne vient pas nous offrir la lumière toute cuite. Elle nous tend un miroir. Est-ce que tu veux encore créer ta vie à partir de l'enfant que tu as été, ou est-ce que tu es prête à créer depuis l'adulte que tu es devenu? C'est tout l'enjeu de cette lunaison et on va la décrypter ensemble en deuxième partie, axe par axe. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne ainsi que de me lâcher un petit like. C'est très important pour faire connaître mon travail. Parce que oui, vous livrez un podcast de qualité chaque semaine, ça demande du travail. Installe-toi confortablement et nous partons ensemble à la découverte de cette nouvelle lune en Lion. Ce que cette lunaison nous met en face, ce ne sont pas juste des choix, mais des systèmes de pensée et des stratégies relationnelles qu'on n'a même plus conscience d'utiliser. C'est une maison 1 interceptée avec Pallas rétrograde en Verseau en opposition à Mercure rétrograde intercepté en maison 7. Ça veut dire qu'on parle ici d'un conditionnement profond, enraciné, qui touche à la façon dont on s'est construit pour exister aux yeux des autres. Mercure rétrograde en Lion, intercepté en 7, c'est typiquement l'intellect forgé pour plaire, la parole qu'on module pour ne pas déranger, le discours qu'on a appris, intégré, presque comme une seconde peau. Je pense ce qu'on m'a appris à penser parce que c'était ce qu'il fallait faire pour être aimé, reconnu, choisi, peu importe le terme que tu mets derrière. Ce Mercure est carré à Vesta et à Junon en 9, tous les deux en Scorpion. Ça renforce cette idée de loyauté invisible à une forme de vérité héritée, comme si en changeant notre façon de penser ou de parler, on trahissait quelque chose ou quelqu'un, une lignée, un pacte, un serment intérieur. En face, Pallas rétro, en version interceptée, en maison 1, propose une remise en question de toutes ces stratégies. C'est l'intelligence familiale, transmise, mais ici remise en cause. Comment je me montre au monde? Est-ce que je me montre tel que je suis ou est-ce que je joue encore un rôle qu'on m'a appris? Ce carré de Pallas au MC en Scorpion montre bien ce tiraillement entre rester fidèle à l'image sociale qu'on m'a dit d'avoir ou m'en libérer pour enfin me sentir juste. Mais c'est pas si simple parce que il y a encore des récompenses invisibles à rester dans l'ancien schéma, à rester dans l'ancien système. Regardez la carte. Vénus en Gémeaux en maison 5 est carré au nœud lunaire, carré à Mars aussi en 8, mais Vénus est en trigone à Pallas. Ça parle d'un désir enfantin de plaire, d'être aimé, d'être validé, comprise aussi. Il y a une tension ici entre ce qu'on a appris à vouloir pour se sentir en sécurité et ce que notre chemin d'évolution demande aujourd'hui. Le nœud nord en poisson en 2, c'est assez clair. Il faut sortir de la justification intellectuelle, sortir d'une forme de logique, de mental, pour incarner quelque chose de plus fluide, plus incarné, plus aligné en tout cas avec notre valeur réelle, maison 2. Alors, oui, cette première partie est assez inconfortable parce qu'elle dit ce que tu as appris, ce que tu as mis tant d'années à perfectionner n'est plus utile aujourd'hui. Ce n'est pas que c'était faux ou inutile, c'est pas ça. C'était ta meilleure réponse à un environnement donné. Mais ce contexte n'existe plus. Et la répétition automatique de cette stratégie te coupe désormais de ta vérité.
Tu n'as plus besoin d'être brillante pour être choisie. Tu n'as plus besoin d'avoir toujours raison ni d'avoir la phrase parfaite. Tu peux désapprendre, déposer l'armure mentale, ça c'est Pallas, laisser s'éteindre la voix qui cherche à convaincre pour laisser parler celle qui cherche à être entendue. Dans ce thème, Uranus en 4, degré 0 des Gémeaux. Là, c'est un appel à l'indépendance mentale, indépendance psychique, mais pas n'importe laquelle. C'est une indépendance par rapport au foyer, à l'histoire, à la version transmise de ce que la famille, les racines, est censée être. Uranus est en aspect harmonieux à Pluton rétrograde, lui aussi intercepté en maison 1. Pluton, c'est la vérité intérieure, le cœur brûlant de notre puissance personnelle, celle qu'on a dû planquer sous la surface pour pouvoir être accepté. Il est intercepté et en plus il est rétro et opposé à la nouvelle lune. Autrement dit, ce n'est pas une prise de conscience non plus tranquille, c'est plutôt un miroir inconfortable, un face-à-face avec ce qui a été tu, ignoré ou même oublié. Et puis ici, ça parle de secret, c'est rétro, c'est intercepté, ça parle de transgénérationnel ici. Il y a quelque chose qu'on se refile un peu, le bébé et l'eau du bain, tu vois, depuis plusieurs générations. Alors, Pluton, il est aussi aidé parce que il est en sextile à la conjonction Saturne-Neptune, tous deux rétro en bélier en 2. Et ça, c'est fondamental. Ces deux-là sont les maîtres de la maison 12. Ils viennent donc poser la question des héritages invisibles. Pourquoi je dis qu'ils sont les maîtres de la maison 12? Eh bien, parce que Neptune est maître de la maison 12 et Saturne est maître du Capricorne. Capricorne, comme tu peux le constater, en maison 12 dans cette carte. Donc, quel type d'héritage invisible? Eh bien, et qui viennent donc s'intégrer à la maison 2. Maison des valeurs, maison des ressources, maison de comment on gère notre argent, de comment on s'aime ou pas, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a intégré sans s'en rendre compte? Quelle sécurité a été construite, non pas sur des fondations stables, mais sur une confusion, peut-être entre devoir et sacrifice. Saturne et Neptune en conjonction parlent aussi d'une foi à redéfinir, d'un socle personnel à réinventer. Uranus est en sextile à ces deux-là. Il ouvre une brèche, il permet de réécrire, mais pour ça, il faut d'abord voir. Alors, qu'est-ce qui bloque la vision? Qu'est-ce qui nous empêche de voir? Peut-être Chiron. Chiron est placé en 2, aussi en bélier. Il fait un carré à la nouvelle lune, un carré au descendant, il est aussi carré à la part de fortune, je vous reparlerai de la part de fortune un peu plus loin. Chiron, c'est la blessure de ne pas valoir assez ici, ou de devoir prouver sa valeur par des moyens qui ne nous appartiennent pas. Cette blessure, elle est connectée à Vénus, maîtresse de la maison 2, qui se trouve ici en maison 5 en Gémeaux. Une Vénus qui porte les traces de l'enfance, de la quête d'amour, des tentatives pour plaire ici, pour comprendre, pour s'adapter. Elle est en carré au nœud sud et à Mars, Mars maître du bélier. Ce qui renforce le poids karmique de cette blessure. Quelque chose en nous continue à vouloir réparer ce qui peut-être n'a jamais été dit ou jamais regardé. Comment veux-tu réparer quelque chose qui n'a pas de nom? Alors oui, peut-être que cette lunaison ne nous demande pas tant de changer l'histoire, il ne faut pas d'ailleurs, nos racines sont nos racines, mais plutôt de la révéler. Parce que Pluton, intercepté ici en Verseau, c'est pas celui qui réécrit, jamais Pluton. Il est celui qui dévoile. Pluton, c'est le gardien des secrets dans votre thème. Et ces secrets ici parlent d'une fidélité inconsciente à une histoire familiale qui ne nous définit plus. Le but n'est pas de nous effacer. Ah oui, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que, désolé, parfois j'essaye de bien tout décortiquer pour que ce soit très clair. Néanmoins, évidemment, c'est mon métier, donc parfois ma tête prend des raccourcis. Je dis ça parce que Pluton est en Verseau et Uranus, le maître du Verseau, est en maison 4, tu vois? Donc, le but ici, c'est pas de tout effacer, le but c'est de voir vraiment et de décider une fois pour toutes ce qu'on choisit d'en faire. Alors, on va retourner un petit peu sur la conjonction Saturne-Neptune qui est vraiment, vraiment très importante. Donc, les deux sont rétro, en maison 2, en bélier. Cette conjonction, quelque part, c'est le véritable socle de cette lunaison parce que c'est un socle instable, en reconstruction plutôt. Saturne nous parle ici de sécurité très concrète, de limites, de structure.
mais dans un signe de feu, de combat, d'affirmation de soi. Neptune, quant à lui, vient diluer ces structures pour mieux les réenchanter quelque part. Il amène une intuition, une foi en l'invisible, en ce qui advient, une vision de ce qui pourrait advenir. Ensemble, en deux, ils posent une question en réalité assez vertigineuse. Sur quoi est-ce que je construis ma valeur aujourd'hui? Mais il faut bien comprendre que de cette question va en découler même l'abondance, même financière, matérielle. Il s'agit évidemment d'affirmation de soi, d'amour de soi en maison 2. Mais en découle forcément une réalité tangible dans la matière. Donc là, ici, vraiment, la question, c'est sur quoi est-ce que je construis ma valeur aujourd'hui? Est-ce sur des réflexes hérités, sur des blessures non digérées, sur des rôles que je continue à jouer pour ne pas déranger? Ou bien est-ce que je peux commencer à bâtir à partir de ce que je suis devenue et donc ce que je suis ici et maintenant? Le trigone à la nouvelle lune renforce vraiment ce potentiel d'ancrage nouveau quelque part. Ce n'est pas une lunaison tournée vers le passé, hein. C'est une lunaison qui demande qu'est-ce que tu veux incarner désormais dans tes relations, parce que ça se passe en maison 7. Il faut comprendre en réalité que ici tout est ricochet. La manière dont je m'estime va donner aussi des opportunités, des limites aux autres en face. Et de cela va se nouer de nouvelles relations, de nouveaux potentiels de futur. Donc, qu'est-ce que tu veux incarner désormais pour toi-même, mais aussi dans tes relations? Et la réponse dépendra de notre capacité à trancher. Parce que Saturne et Neptune sont tous deux en sextile à Uranus. Uranus, tu le sais, je t'invite à écouter mon épisode sur Uranus si ce n'est pas encore fait, mais c'est l'astre des coupures nettes. Vénus, d'ailleurs, tient ça aussi de son père. Donc Uranus lui-même, en 4, vient secouer les fondations familiales. Saturne nous dit donc, il faut poser des limites claires à ce qui vient de l'origine. Sinon, tu ne pourras jamais construire quoi que ce soit de solide, parce que pour que ce soit solide, il faut que ça parte de toi. Il faut que ce soit à ton image, que ça te ressemble. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Parce que cette conjonction est maîtrisée par Mars et Vénus. Et oui, Mars, maître du Bélier, Vénus, maîtresse de la maison 2. Deux astres qui, eux aussi, sont empêtrés dans des carrés et oppositions au nœud lunaire. Mars conjoint nœud sud, Vierge, maison 8. Il bloque l'accès au nœud nord en Poisson. Il est en carré à Vénus, elle-même en Gémeaux en 5. En carré au nœud nord également. Donc Vénus, carré, nœud nord. Tant que ces anciens schémas liés au désir, à la peur d'être rejeté ou mal aimé reste actif, la reconstruction de valeurs reste très très fragile. D'autant plus que Mars est aussi en opposition au nœud nord. Si tu continues à agir par automatisme, à défendre des territoires intérieurs qui n'existent plus, mais tu n'avanceras pas. Là, ici, Mars est très clair sur ça. Et là, j'aimerais qu'on regarde un petit peu la lune noire vraie en 10. Il faut savoir que moi, dans ma pratique, j'utilise les 3 lunes noires qui, pour moi, ne racontent pas la même histoire, d'accord? Ou en tout cas, ne sont pas sur le même point de cheminement. Il y a un point A, je dirais que c'est la Lilith moyenne. Il y a un point B, la Lilith vraie. Et puis, le point C, c'est l'apogée. Là, la lune noire vraie est en maison 10, en Sagittaire. Elle marque ici une forme de libération par la vérité, par l'affirmation d'un cap plus juste. Elle fait un trigone à Saturne et Neptune, d'accord? Un trigone à la nouvelle lune, un sextile à Pluton. Elle est aussi en opposition à Uranus et au fond du ciel. C'est une croisée des chemins. Elle demande une reprise d'autorité intérieure sur ce qu'on transmet. Elle dit, tu n'es pas obligé de perpétuer ce que tu as reçu. Elle dit aussi, ce que tu crées dans le monde extérieur ne peut plus venir d'un besoin de réparer quelque chose en toi. Il doit venir de ce que tu sais maintenant être vrai. Ces maîtres confirment cette dynamique. Regarde, Jupiter en 6 en Cancer. Jupiter ici soutient cette libération intérieure. Elle est en trigone à la lune noire moyenne, à Vesta, à l'apogée. Il y a ici une intégration possible. Ce que tu as compris dans ta chair, maison 6, peut devenir soin, parole, posture dans le monde. Saturne, maître aussi de la lune noire, Saturne est toujours maître de la maison 10, d'accord? Donc, il comaîtrise cette Lilith-là avec Jupiter.
Donc Saturne vient encore une fois souligner que cette autorité nouvelle ne peut émerger que si tu as posé une base alignée, solide, à l'intérieur de toi. Créer depuis sa valeur actuelle, ce n'est pas faire semblant d'être déjà guéri, hein. Non, non, non. C'est oser dire, je ne suis plus en train de colmater une brèche, je suis en train de bâtir autre chose et je regarde la brèche droit dans les yeux, j'ai conscience. Après le tri, après la coupure, viendra le moment de la transmission. Jupiter en Cancer en 6, ce que tu as compris est en train de s'incarner, lentement, naturellement, presque sans que tu t'en rendes compte, dans ta manière de parler, d'écouter, d'aider aussi, de prendre soin. Jupiter, maître de la lune noire vraie, en 10, t'invite à assumer ce rôle de transmetteur. Mais le but, c'est pas d'en faire un étendard, c'est pas ça. C'est pas une posture d'autorité, de sachant, de moi je sais, j'ai des chevilles grosses comme ma tête, quoi. Pas du tout. C'est plutôt une posture calme, humble, de vérité incarnée. Tu n'enseignes pas ce que tu sais mieux, non. Tu enseignes parce que tu sais profondément, dans ton corps, ce que tu as traversé. Et ce savoir vivant, là, il circule. Jupiter forme un trigone, donc, à Lilith moyenne, à l'apogée. Il forme aussi un trigone à Vesta. C'est un feu sacré. C'est une blessure transformée en source de sagesse. C'est une mémoire blessée devenue parole fertile, une transmission alignée, sans besoin de reconnaissance extérieure. On quitte la posture de l'élève blessé pour devenir gardien, gardienne de notre propre feu. Mais qu'est-ce que c'est beau! Il y a une subtilité ici, je vous l'avais promis, j'en parle, c'est la part de fortune. Moi, ça, quand je l'ai vu, oh, j'ai trouvé ça tellement beau. La part de fortune ici, elle est en maison 12 en Capricorne. Donc là, elle est invisible, elle est cachée, elle est souterraine. Elle dit que le bonheur ici ne passera pas par la maîtrise consciente de ton chemin. Il viendra de ce que tu acceptes de déposer finalement, de ce que tu consens à ne plus contrôler. La part de fortune ici est donc maîtrisée par Saturne, maître du Capricorne, et Neptune, maître de la maison 12. Cette conjonction fondatrice en maison 2, qui t'a demandé de rebâtir ta valeur sur autre chose que la réparation. C'est donc en renonçant à l'illusion d'un ancien rôle que tu crées ton axe d'accomplissement. Et parce que ça se passe en bélier, peut-être que ce rôle était celui de la personne forte qui déchire tout, qui a besoin de personne. C'est une piste. Ou alors, parce que Chiron est aussi ici, eh bien, peut-être que tu as encore la casquette de la victime, casquette qu'il nous faut porter à un moment ou à un autre lorsque nous avons factuellement été victimes de certains abus, quels qu'ils soient, mais casquette qu'il nous faut à un moment déposer. Les états d'être ne sont que des états et ils doivent rester impermanents. C'est Mercure rétrograde, regarde bien, intercepté en 7 qui va boucler tout cela parce que il maîtrise Jupiter en 6. Il gouverne aussi la maison 4. Et oui, et parce qu'il gouverne le Gémeaux, là où réside Uranus. Mercure est en Lion, rétro en pleine introspection. La rétrogradation, c'est de l'introspection. Il se demande, qu'est-ce que je veux incarner dans le lien? Je suis un peu perdue. Est-ce que ce que je dis vient de moi ou d'une version ancienne de moi? Il se questionne aussi sur sa loyauté, sur les héritages mentaux qu'il a intégrés sans les remettre en cause. Parce qu'on ne remet pas en cause la parole du roi, le lion. Mais ce travail intérieur, qui sera lent, mais nécessaire, est une étape. Ce Mercure en gestation, c'est le seuil qui sera franchi quelque part une fois qu'il sortira de sa gestation. Quand il reprendra sa marche directe, il permettra à Jupiter d'enseigner avec clarté et à Uranus de libérer le passé depuis la maison 4. C'est vraiment une lunaison qui est là pour intégrer. C'est quelque chose d'ailleurs, je pense sincèrement, c'est complètement en corrélation avec la rétrogradation de Pallas qui en plus se retrouve en opposition. Ça alors, non mais franchement, si on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Pallas se retrouve en opposition à cette lunaison. Je ne l'avais même pas vu avant de faire mon épisode sur Pallas rétro. Et tu vois, là, elle joue vraiment un rôle clé, très important. C'est vraiment une lunaison d'alignement intérieur. Je pense même que ça pourra être assez difficile pour certains d'entre nous. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu n'as plus à avancer depuis l'endroit où tu avançais avant, donc depuis la douleur, depuis la peur ou depuis le manque. Tu peux avancer depuis la sagesse acquise de ces choses-là, depuis ce que tu as compris. Et c'est ça, l'initiation profonde de cette lunaison.
une bascule qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui change tout à l'intérieur et donc qui se manifestera en temps voulu dans le monde tangible. À présent, on va passer à l'analyse axe par axe de cette lunaison. Alors, j'ai choisi d'orienter cette lecture autour de Pallas rétrograde en Verseau, qui se trouve au degré 19, intercepté en maison 1 dans cette carte. Pourquoi? Parce que là où se trouve Pallas dans ton thème, en ce moment, se trouvent aussi les stratégies de survie que tu as intégrées et qui ne fonctionnent plus, ou en tout cas qui t'entravent, qui entravent ton avancée vers le nœud nord. C'est précisément là que cette lunaison vient t'inviter à opérer un déclic. Opposition Pallas, lunaison. Alors, pour savoir quel axe écouter, c'est très simple. Regarde dans quelle maison tombe le degré 19 du Verseau dans ton thème. Ah oui, je précise en Placidus. Ensuite, écoute l'analyse de l'axe concerné. Par exemple, si ce degré tombe dans ta maison 5, tu écouteras l'axe 5-11. Si c'est en maison 3, tu écouteras l'axe 3-9, etc. Et je te conseille, si tu veux aller plus loin, vraiment, je t'invite vivement à écouter l'épisode dédié à Pallas rétrograde que j'ai publié récemment. Il t'apportera des clés précieuses pour mieux comprendre les enjeux de cette lunaison, mais de la rétrogradation et donc de tout ce qu'il se passera de juin à octobre. Oui, je sais, on est en juillet. En tout cas, surtout si tu sens des dynamiques inconscientes qui remontent, transgénérationnelles, en lien avec tes relations, qui sont en train de se rejouer pour toi, vraiment n'hésite pas. Beaucoup d'informations ici, je t'ai partagé. Ma phrase n'était pas française, je ne la couperai pas au montage. Hein? Bon, on passe maintenant à l'axe par axe. Pour l'axe 1-7, ce que la lunaison met en lumière. Cet axe nous confronte à une tension entre affirmation de soi, maison 1, et adaptation aux autres, maison 7. Avec Pallas rétro en Verseau, il s'agit ici de remettre en question la stratégie qu'on a apprise pour fonctionner avec les autres, pour se faire aimer, pour être reconnu ou simplement éviter une forme de rejet. Comment as-tu appris à exister face aux autres? Quelle tactique relationnelle t'a-t-on transmise? Est-ce que cette tactique te permet de rester toi-même ou est-ce qu'elle t'éloigne de ton identité? Quelques exemples factuels. Il faut être aimable, agréable, faire plaisir. Tu as appris à te modeler selon l'attente de l'autre, à toujours anticiper les besoins extérieurs avant les tiens. Aujourd'hui, tu t'effaces dans tes relations, tu consens à des choses que tu ne veux pas, simplement pour garder la paix ou éviter le conflit. Ça peut être aussi que tu as entendu « ne fais confiance à personne, tout le monde finit par te trahir ». Tu as développé une stratégie de contrôle ou de fermeture. Ou tu préfères garder les autres à distance, quitte à te sentir seul. Tu incarnes une forme d'indépendance extrême, mais au fond, tu redoutes d'être réellement vu ou touché. Tu redoutes le lien. Le lien qui, au fond, te fait fort envie. Ça peut être aussi que tu as beaucoup entendu, tu dois être forte, courageuse, ne montre jamais tes failles ou l'autre s'en servira pour te blesser. Tu t'es construite sur une armure, un mode guerrière, avec une stratégie d'autonomie mais poussée à l'extrême. Mais dans tes relations, tu peines à baisser la garde, à te montrer vulnérable, à dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide » ou simplement « j'ai besoin de toi ». Inversement, on a peut-être valorisé le sacrifice de soi pour les autres. Pense toujours aux autres avant toi. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui donne tout. Tu ne sais plus très bien où tu finis et où l'autre commence. Tu t'es oublié dans le processus. La clé de libération ici, revenir à qui tu es sans te couper des autres. Ici, il ne s'agit pas de trancher entre moi et les autres, mais de comprendre que les stratégies relationnelles héritées peuvent parfois t'empêcher de te révéler réellement. Soit parce qu'elles te poussent à trop donner, soit parce qu'elles t'ont appris à ne pas recevoir. Le courage, c'est oser exister dans la relation avec tes besoins, tes désirs, ta voix. Pas pour t'imposer, non, mais pour te laisser apparaître tel que tu es, sans masque ni stratégie de contrôle. Oser questionner tes tactiques relationnelles, c'est rompre avec un ancien schéma et ouvrir la voie à des liens plus vrais, plus sincères et plus adaptés à l'être humain que tu es devenu. Pour l'axe 2-8, ce que la lunaison met en lumière,
Cet axe parle de sécurité au sens large, matériel, émotionnel, psychique. Mais ici, avec Pallas Rétro en verso, ce n'est pas la sécurité elle-même qui est questionnée, mais le plan que tu suis pour l'obtenir. Quel plan t'a-t-on transmis pour survivre, réussir, t'en sortir? Est-ce que ce plan est encore valable aujourd'hui? Est-ce que tu peux réussir autrement que par ce qui t'a été montré, martelé, parfois imposé? Quelques exemples factuels. Tu as pu entendre étant enfant, dans la vie, tu dois te débrouiller seul, ne compte sur personne. Tu as donc appris à tout gérer toi-même, à ne jamais demander d'aide, à te méfier de toute dépendance affective ou financière. Tu ressens peut-être de la honte à l'idée de recevoir sans rendre, comme si c'était dangereux ou humiliant. Au contraire, on t'a inculqué qu'il fallait se sécuriser par le couple, le mariage, la fusion, quitte à renoncer à son autonomie. Tu vis peut-être dans une forme de dépendance économique ou affective que tu subis sans oser remettre en question, parce que c'est normal dans ta lignée. On a pu aussi te transmettre que l'argent est une affaire de contrôle ou de méfiance vis-à-vis des autres. Par exemple, tu as entendu ne dis jamais combien tu gagnes. Prévois toujours un compte de secours au cas où il ou elle te quitte. Ou encore, ce que tu gagnes t'appartient, ne partage pas. Dans certains cas, la sexualité ou l'intimité émotionnelle a été associée à un danger, voire à une dette. Si tu donnes ton corps, il ne faudra pas te plaindre après. Ou ne te laisse jamais aller, il faut garder le contrôle, toujours. Ces schémas t'ont construit, mais aujourd'hui, ils peuvent t'isoler, t'enfermer ou te couper de liens profonds, de liens réparateurs. Clé de libération. Remettre en question la stratégie transmise sans renier ce qu'elle a protégé. On n'a pas à tout jeter à la poubelle. Tu peux honorer la sagesse de ces stratégies, elles ont eu un sens à une époque, tout en les mettant à jour pour ton présent. Le danger n'est plus le même. Ta réalité actuelle te permet peut-être de créer du lien, du partage, de la sécurité autrement. Le courage ici, c'est de tester une autre tactique, moins basée sur le contrôle ou l'anticipation de la perte, parce que là, tu te coupes de l'abondance. Plus ouverte au soutien aussi, à la confiance, de liens équitables quelque part. Axe 3.9. Ce que la lunaison met en lumière. Cet axe parle de ton rapport au savoir, à la parole, à l'enseignement, à la vérité aussi. Ici, Pallas Rétro en verso, ce n'est pas le contenu que tu portes qui est remis en question, c'est plutôt ta manière de penser, d'agencer, de structurer ton raisonnement, de chercher à comprendre et puis ensuite à transmettre. Et oui, quelle grille de lecture du monde t'a-t-on donné? Qu'as-tu appris à croire sans jamais pouvoir le questionner? Quelle parole as-tu appris à museler parce que ça ne se dit pas ou que tu n'étais pas légitime pour en parler? Inversement, quelles idées valorisées dans ta lignée t'ont servi d'armure intellectuelle pour te défendre du chaos du monde? Quelques exemples factuels. Tu as peut-être entendu, il faut toujours tout vérifier, tout rationaliser, ne jamais se fier aux impressions. Tu as peut-être grandi dans un environnement où l'intuition ou la sensibilité était vue comme suspecte, pas sérieuse. Tu t'es forgé une méthode d'analyse froide, logique, pour prouver que tu étais crédible, au point d'étouffer quelque part ce qui ne rentrait pas dans les cases. Ou encore, il ne faut pas poser trop de questions. Tu as peut-être appris à répéter ce qu'on t'enseignait sans discuter. On t'a pas appris à réfléchir, mais à réciter, à croire sans comprendre. Tu as grandi avec une pensée figée, fermée sur elle-même, et tu te retrouves aujourd'hui face à un monde qui t'échappe, voire qui t'effraie ou te dépasse. Tu ne comprends plus ce qu'il se passe ici. Peut-être aussi que l'étranger, au sens large, t'a été présenté comme une menace. Reste près des tiens, c'est plus sûr. Ou même, les autres ne pensent pas comme nous, ils ne peuvent pas te comprendre. Tu as alors appris à penser local, à te méfier de tout ce qui vient d'ailleurs. Autre culture, autre système de pensée, autre manière de vivre. Mais tu ressens peut-être aujourd'hui un appel intérieur à sortir de cette bulle. Parfois, ça peut être complètement l'inverse. Selon que Pallas se retrouve en maison 3 ou en maison 9, c'est l'inverse. Oh, j'aurais dû le dire dans l'intro de cette deuxième partie, mais
J'ai eu plusieurs fois la question sous mes analyses de oui, mais je comprends pas parce que selon vous faites une analyse par axe, mais selon le placement en maison, ça change. Mais voyez-vous donc que je donne des exemples quand même pour les deux maisons. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible, quoi. Bon, en tout cas, donc parfois ça peut être complètement l'inverse. Tu as pu être élevé dans une obsession de l'ouverture, du voyage, du dépassement, au point de te sentir coupé de tes racines, obligé de parler plusieurs langues, de connaître mille choses pour te sentir valable, intelligent. Tu te sens peut-être constamment pas assez instruit ou instruite ou pas assez cultivé du coup parce que la chose à atteindre est, elle est tellement perchée là-haut sur sa montagne, mais comment veux-tu? Donc la clé de libération ici, remettre en question l'architecture mentale que tu utilises pour penser, pour transmettre et pour comprendre donc. Tu peux apprendre à faire de la place aux zones floues, aux contradictions aussi, à l'intuition, sans renier ta capacité d'analyse. De toute manière, si tu as l'axe Verseau-Lion dans l'axe 3-9, tu es intelligent. Je veux dire, le Verseau est un signe éminemment intelligent et le Lion en face aussi. Tu peux donc apprendre à faire de la place à tout cela sans renier ta capacité d'analyse, qui est de toute manière très présente. Inversement, tu peux sortir de la répétition passive de ce que tu sais, ou en tout cas de ce que tu crois savoir, pour reconstruire un savoir vivant, personnel, quelque part un savoir façonné par tes expériences de vie. C'est les expériences qui nous façonnent réellement. Il y a un point de départ, mais le point d'arrivée n'est plus le point de départ. Et entre les deux, il y a tout un tas d'expériences qui façonnent notre manière de voir le monde, de penser, d'interagir. Le courage ici, c'est de désapprendre certains réflexes mentaux pour retrouver une parole libre. C'est oser dire autrement, penser autrement, enseigner autrement et comprendre que la vérité est mouvante, vivante, surtout, mais jamais au grand jamais figée. Pour l'axe 4-10, ce que la lunaison met en lumière. Cet axe interroge l'équilibre entre ton monde intérieur, ce qui t'a construit, ce qui te sécurise, tes origines en d'autres termes, et ton monde extérieur, ce que tu montres, ce que tu accomplis, ce qu'on attend de toi. Avec Pallas Rétro en Verseau, c'est la stratégie que tu appliques pour maintenir ton image ou ton rôle social qui est réévalué. Qu'as-tu appris sur la bonne image à projeter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie selon ton héritage familial? À quel rôle t'es-tu adapté pour ne pas décevoir, ne pas faire honte? Et aujourd'hui, est-ce que cette stratégie te sert ou est-ce qu'elle t'enferme? Quelques exemples factuels. Tu as peut-être entendu toute ta vie que dans notre famille, on ne divorce pas, on fait des efforts. Alors tu restes dans un foyer où tu ne te sens plus à ta place, à bout de souffle. Mais l'idée de décevoir ou de perdre ton image de stabilité t'est absolument insupportable. Ou alors tu as entendu qu'il faut avoir une bonne situation, une maison, être quelqu'un de respectable. Tu continues peut-être un travail vide de sens ou tu mets en veilleuse ton besoin de créer, de changer de voie aussi parce que tu as intégré qu'on quitte pas un CDI pour un petit caprice, quoi. Au contraire, tu as pu entendre que les gens comme nous ne font pas de vagues. On n'est pas fait pour briller. Tu as peut-être appris à te faire petit, petite, à ne pas prendre trop de place, à ne pas rêver trop grand. Et tu portes un plafond invisible sur tes ambitions parce que la réussite serait vécue comme une trahison quelque part. Parfois, on t'a fait sentir que l'image compte plus que la vérité aussi, dans cet axe-là. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Tu as développé des stratégies pour sauver les apparences, jouer ton rôle, et le jouer bien, porter le masque de la réussite, même quand tout part en cacahuète à l'intérieur. La clé de libération ici, reconnaître que la stratégie héritée a eu sa fonction, oui, protéger, maintenir une certaine cohésion, éviter l'exclusion, oui, mais aujourd'hui tu n'as plus à sacrifier ton intériorité pour une façade. Le courage ici, c'est de réconcilier la personne que tu es profondément avec le rôle que tu tiens dans le monde. Tu peux redéfinir ta réussite à ta manière. Tu peux sortir des loyautés invisibles qui t'empêchent d'être pleinement toi, chez toi et dans la société. Pour l'axe 5-11, ce que la lunaison met en lumière. Cet axe interroge l'équilibre entre ta singularité, ce que tu crées, ce que tu aimes, ce qui te fait briller, et ton inscription dans le collectif, amis, communauté, groupe, clan familial plus large.
Avec Pallas rétrograde, il s'agit de remettre en question la stratégie qu'on t'a transmise pour appartenir, pour être reconnu, pour tenir ton rôle dans la pièce sociale avec les autres. Est-ce que cette stratégie t'épanouit encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle t'empêche de vivre pleinement ce que tu portes en toi? Quelques exemples factuels. Te fais pas remarquer, une phrase que tu as pu peut-être entendre. Tu as appris à freiner ton expression personnelle, à ne pas trop en dire ou à trop montrer, surtout si c'était original ou décalé. Tu t'es peut-être coupé de ta créativité pour être safe dans le groupe. Ça peut être aussi, au contraire, soit drôle, soit léger, les gens aiment ça, soit le clown de service. Tu as cette étiquette. Peut-être que tu t'es construite sur une posture d'amuseur ou d'éternelle adolescente pour ne pas déranger, pour qu'on t'aime parce que c'est agréable de t'avoir à la soirée et tu fais tellement rire tout le monde. Mais aujourd'hui, tu te sens vidé ou incapable de montrer ta vraie profondeur. Peut-être que là, tu aurais envie de partager des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes. Ça peut être aussi qu'on t'a inculqué qu'il faut s'entourer parce qu'on ne fait rien tout seul. Tu vis peut-être avec la croyance que tu ne peux rien initier ou porter seul et que tes idées doivent être validées, co-construites, discutées, ce qui peut t'empêcher de suivre tes élans personnels. Mais ça peut être aussi des choses par exemple, ben, du coup, tu aimerais trop aller au ciné, au resto tout seul, mais tu pas. Tu vois? Vraiment, ça peut être des choses aussi, plus plus terre à terre, j'allais dire. Ça peut être aussi que tu as entendu: «On est là pour les autres, pas pour briller, quoi. Ne te mets pas trop en avant, ça se fait pas». Tu as peut-être intégré que toute affirmation de soi était de l'ego, mais de l'ego mal placé en tout cas, voire de la trahison envers le groupe. Tu vis dans la peur de paraître narcissique, individualiste ou prétentieuse, alors que nous, enfin, notre ego, on en a besoin. Le lion dans notre thème, on en a tous besoin. Il faut vraiment arrêter avec ça, c'est ridicule. Nous ne sommes pas des mollusques accrochés à des falaises. Bon, eh bien, affirmons nos personnalités. Merde, c'est chiant, quoi. Cette société veut... Pardon, je m'emballe, puis j'ai éteint le ventilateur, là, il fait 50 degrés. Ah, je craque. Mais c'est vrai, enfin, j'ai l'impression qu'on vit dans une société là qui est terrible. On essaye de nous formater physiquement, on doit toutes et tous ressembler aux mêmes stéréotypes et même en termes de caractère. Non, moi j'aime les personnalités affirmées. Affirmez votre personnalité parce que de toute manière, avec un lion et un verso dans cet axe-là, oui, vous avez une forte personnalité, quand bien même cette dernière a été un peu bridée. Pour certains d'entre vous, pas pour tous, évidemment. Alors, la clé de libération ici, ici, c'est remettre en cause cette stratégie Pallas et comprendre que ça ne veut pas dire rejeter le lien à l'autre. Au contraire, il s'agit ici d'oser être plus entière dans la relation en arrêtant de sacrifier une part de toi pour garder ta place. Et cette part de toi, c'est ta part de créativité quelque part. Le courage, c'est d'expérimenter des relations plus ouvertes, différentes en tout cas, voilà, différentes, parce que où ta différence quelque part ne te met pas en danger, mais devient une contribution précieuse au groupe. Ta lumière n'éteint pas celle des autres et tu n'as pas à éteindre la tienne pour continuer à appartenir au groupe. Et puis, d'oser explorer ta créativité. Quelque part, je te dirais qu'ici, dans cet axe-là, la créativité peut être un levier puissant. Ce que tu imagines, ce que tu formules ou ce que tu construis révèle qui tu es, sans avoir besoin de l'expliquer. C'est un miroir sincère de toi-même. Accepter de créer, c'est accepter de te montrer dans ta singularité et donc dans ta vulnérabilité. Je t'assure qu'il y a une clé de ce côté-là pour toi dans cet axe-là. Évidemment, à regarder après selon ton propre thème, tes aspects, les maîtres, etc., etc. Pour l'axe 6-12, ce que la lunaison met en lumière. Cet axe interroge l'équilibre entre le concret et l'invisible, le service et le retrait, l'ordre et le chaos. Avec Pallas rétro en verso, ce n'est pas ta vie quotidienne en soi qui est remise en question, d'accord? Mais c'est la stratégie mentale et donc transmise que tu appliques pour survivre au flou, pour tenir bon, pour te sentir utile, légitime, pour te sentir à ta place. Est-ce que tu peux t'autoriser à ralentir? As-tu le droit de ne pas comprendre, de ne pas contrôler? Est-ce que tu t'es construite sur une injonction à maîtriser ce que tu ne peux pas maîtriser? Quelques exemples factuels de stratégies héritées. Peut-être qu'on t'a appris
consciemment ou inconsciemment qu'il faut toujours être occupé. Tu as appris à remplir chaque minute de ton emploi du temps, de ta journée, pour ne pas te laisser rattraper par le vide, par les émotions, par les questionnements existentiels. Tu culpabilises si tu n'es pas productive ou utile. Alors, ça peut être aussi que tu as beaucoup entendu, arrête de rêvasser, t'es pas assez efficace, sois à ce que tu fais. On a peut-être réprimé chez toi tes élans intuitifs, voire artistiques. Tu t'es suradapté au monde rationnel en reniant tes ressentis, ton besoin de solitude ou ton univers intérieur. Peut-être que tu as appris que c'est en servant les autres qu'on trouve sa place. Tu t'es construit autour du soin, de la présence discrète, de la prise en charge des autres. Mais tu t'oublies complètement, tu t'épuises à régler les problèmes des autres sans te demander ce dont toi tu aurais besoin. Tu as peut-être entendu aussi ne sois pas un poids, règle tes problèmes toute seule, quoi. Tu ne demandes jamais d'aide, tu as honte de ton anxiété, de ta fatigue. Bah oui, les autres y arrivent, ils sont pas crevés. Pourquoi moi je suis en PLS? Tu compenses par l'hyper-contrôle ou le perfectionnisme pour ne pas déranger et surtout pour ne pas montrer que tu as atteint une limite. Ça peut être aussi que tu as, comment dirais-je, on t'a introduit l'idée que tout ce qui était flou était dangereux. Voilà, il faut que ce soit concret, au moins quand c'est concret, ça a une forme et si ça a une forme, on peut le voir venir. Donc, tu fuis peut-être l'imprévu, les espaces de temps un peu flous, les projets non cadrés. Tu t'accroches à une routine rigide parce que le lâcher-prise t'effraie. Tu refuses de perdre du temps même quand ton âme en aurait vraiment, vraiment besoin. Alors, et parce que ça se passe dans l'axe 6-12, ça peut être aussi l'inverse de tout cela. Peut-être que tu as grandi en cultivant un monde intérieur vraiment très, très riche, mais on t'a fait croire que c'était une fuite, un défaut, voire une faiblesse. Ça peut être aussi qu'on t'a inculqué, attention, parce qu'avec la maison 12, il faut pas tout dire, certaines choses doivent rester secrètes. Tu portes peut-être des silences générationnels, des blessures refoulées, des tabous familiaux. Ton esprit stratégique s'est mis au service du non-dit, de la protection. Mais aujourd'hui, ces secrets t'enferment plus qu'ils ne te protègent. Ça peut être aussi que on t'a appris que l'intuition n'était pas quelque chose de fiable. Tu ressens les choses avant qu'elles arrivent. Tu captes ce qui se joue dans les interstices des non-dits. Mais tu as appris à ne pas t'écouter. Tu doutes de ton propre ressenti et tu t'épuises à vouloir prouver ce que tu perçois au lieu de le vivre pleinement. Parfois, malheureusement, ce qu'on ressent est juste, mais factuellement, on ne peut pas le prouver. Je sais, c'est terrible. C'est terrible d'avoir des placements tels que cela. Mais c'est comme ça. Parce que ici, ce qu'il t'est demandé finalement, c'est de te faire confiance à toi avant tout. La clé de libération ici, c'est que remettre en cause cette stratégie de pensée ne veut pas dire devenir chaotique, ne veut pas dire faire naître le chaos dans la matière. Il s'agit ici d'honorer l'intelligence du vide, je dirais, parce que le vide permet l'émergence du plein, mais d'un plein adapté. La vie déteste le vide. Si tu acceptes de faire silence, je t'assure que le vide va se remplir de lui-même, mais de choses qui seront bonnes pour toi. Peut-être dures sur l'instant. Oh oui. Quand je dis bonne, ça ne veut pas dire douce. Hein. Non. Néanmoins, ici, le courage, c'est d'accepter que certaines choses échappent à ton contrôle et que c'est dans ces espaces-là que la guérison, que la magie de la guérison et la clarté peuvent émerger. Tu peux rester engagé sans t'épuiser, tu vois. Tu peux servir sans te dissoudre totalement dans le collectif. Tu peux vivre dans la matière sans trahir ce qui se passe dans ta maison 12. Voilà, ça c'est très important. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Moi, j'ai trouvé vraiment cette analyse super chouette à faire parce que elle allait tellement, tellement dans le sens de l'épisode que j'ai fait là sur Palace Rétro, ce qui nous arrive donc durant cette période jusqu'au mois d'octobre, que je me dis c'est complètement dingue. Et puis le fait aussi que Pluton soit de la partie. Là, nous sommes réellement en train de faire un énorme travail collectif, mais aussi évidemment individuel. Et je trouve du coup cette période assez magique en ce sens. Je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.